Alors, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pépinière. Aujourd'hui, nous revenons en France. La question qui va se poser est la suivante. La Ligue 1, est-ce une Farmer League ou une Ligue des talents ? Pour en parler avec nous, 3 personnes. Franck Mayungu. Franck, comment vas-tu ? Salut Nabil, ça va et toi ? Ça va. Comment tu te sens en ce moment ? Bah écoute, si on parle d'un point de vue supporterisme, c'est catastrophique. On ressort d'un match contre l'Atalanta où on a été nul, cataclysmique, tout ce qu'on veut. Le Real a perdu, n'importe quoi. C'est vrai qu'au moment où on enregistre, Marseille vient de perdre contre l'Atalanta dans un scénario tout à fait rocambolesque. 1-0 sur un but magnifique à la dernière seconde. C'était très beau. La défaite est méritée, on méritait pas mieux. C'est bien. Donc je commence même à me poser des questions sur De Zerbi. Je vois que t'es pas le seul, je vois que le vent commence à tourner pour lui, j'ai l'impression. Ouais. De toute façon, on va en reparler un peu plus en profondeur. François Boucher, François, comment vas-tu ? Bonsoir à tous, ça va très bien. Je suis très content de parler de la Ligue 1 ce soir. Vraiment, ça faisait un moment que je voulais en parler. Notre bonne Ligue 1, notre fonds de commerce. Bah oui. Toi, d'un point de vue supporterisme, comment ça va ? Bah, je suis pour Bordeaux, donc je pourrais jamais. Bordeaux, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'on a, pour information, Franck, François et moi, on a assisté à un match de National 2, le week-end dernier, donc les Girondins de Bordeaux contre Choret. Donc un grand merci au club de Choret de nous avoir invités, Tariq et moi, qui n'est pas là aujourd'hui. C'était magnifique, c'était beau. Bon, le jeu était un peu moins beau. Et Bordeaux sur un très beau but. Hein. Ouais, solide. Plus solide derrière, ça fait 4 ou 5 matchs qu'ils n'ont pas pris de but. On sent qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs que Choret, hein. Ça vise clairement la montée là. Ouais, les reçoivent le dernier là ce week-end, Locminé, contre qui on avait perdu aller-retour l'année dernière, petite revanche à prendre. Et après on va jouer contre une ERA en Coupe de France à Agen dans le stade de rugby. Ça va être sympa ça. À Armandie là. Mais ça fait plaisir à voir parce que stade plein, supporters actifs, c'était... Bah ouais, franchement 5000 personnes, quand tu vois quand Bordeaux était venu à Poitiers... c'était plein aussi. Hein. Ouais, mais il y avait 3000, tu vois, peut-être. Ouais, je sais pas. Ils aiment le foot à Niort. Ouais. Bah bon, en même temps, ils ont longtemps été en Ligue 2. Hein. Bah ouais, c'est vrai. Ouais, et avec nous, Bastien Morel. Bastien, comment vas-tu ? Salut, ça va Nabil ? Ça va, toujours en direct de Tours, toujours en direct de Poitiers pour nous autres, toujours pas sectaire, on invite tout le monde. Donc au niveau de ton club, là, au moment où on enregistre, on a Lyon qui joue contre le Betis Séville et qui prend 2-0. Ça se passe bien pour Lyon. On est en train de clôturer la belle semaine des clubs français. C'est vrai que bien joué pour l'indice UEFA, c'est bien les gars, félicitations, voilà. Merci à vous tous. Même Paris nous sauve pas cette semaine, là on n'est pas dingue. T'as pas de victoire là ? Ah ouais, Monaco ? Si, il y a Strasbourg. Monaco ? Oui, Monaco aussi. Monaco, belle victoire. Franchement, personne n'en a parlé. Ils sont allés gagner dans le cercle polaire. Il faisait moins. Non, mais je sais pas combien il faisait. Non, mec, c'est beau. Quand tu vois que Marseille et tout, ça perd. Je sais bien que Monaco, ça a gagné là-bas. Ouais, mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? On s'en bat les couilles de Monaco ou du cercle polaire ? Et du cercle polaire aussi. Monaco, ils jouent pas fausse la prochaine fois. Ça leur fait 8 points. S'ils gagnent. Bah vas-y, c'est bon. Monaco, je pense que. Ça va. Non mais pour revenir au sujet initial, alors aujourd'hui la question, je l'ai posée, Ligue 1, Farmer League ou Ligue des talents ? La Ligue 1. Donc la Ligue 1 elle est souvent moquée, parfois sous-estimée, parfois estimée à sa juste valeur, à savoir une ligue mineure. La question aujourd'hui c'est comment nous on considère ça. Est-ce qu'on considère que la Ligue 1 a un train de retard sur le reste ? Donc on va en parler dans un premier temps. Est-ce que l'économie de la Ligue 1 fragile et les ambitions de la Ligue 1 font qu'aujourd'hui on peut pas aller plus haut ? Et dans un deuxième temps, on va parler d'une ligue qui est en reconstruction permanente. Est-ce que la Ligue 1 aujourd'hui a une autre ambition ? Est-ce qu'elle peut aller voir plus haut du fait de ses moyens ? Donc avant de commencer, on va faire un petit instant promo. Merci à tous nos auditeurs. N'hésitez pas à nous follow sur toutes les plateformes Instagram, YouTube, Apple Podcast, Spotify, Deezer. Donnez-nous de la force, ça fait plaisir. Cliquez mes amis, cliquez. C'est parfait. Ouais. Venez, rejoignez l'aventure. C'est ça. Alors, on constate aujourd'hui que la Ligue 1 soit perd du terrain sur la scène européenne, soit stagne au niveau de la scène européenne. Est-ce que cette image, pour toi, François, de petit championnat est justifiée au niveau de la Ligue 1, hors Paris du moins ?
Alors, pour moi, du coup, petit championnat, oui et non, dans le sens où on est le 5e championnat européen. Pour moi, on est à notre place. En termes d'économie, c'est nous qui avons, je pense, les 5e plus gros droits. Ah non, je parle de droits télé, alors que finalement, on a fait un carnage l'année dernière. Ouais. Mais en tout cas, on est le 5e plus gros championnat. Mais par contre, là où moi, j'ai un problème avec la Ligue 1, c'est au niveau des modèles. Puisque les modèles de Ligue 1, maintenant, sont uniquement basés sur le trading. C'est-à-dire que je te sors un jeune de mon centre de formation, ou je te prends un petit jeune en Belgique ou autour, ou je ne sais où, je te le fais jouer un petit peu, 20 matchs, 30 matchs, le gars fait une bonne saison et je le vends 20-25 millions après en première ligue, on va dire, pour aller dans le cliché. Et donc, pour toi, tu penses que c'est plus un manque de modèle qu'un manque de moyens financiers ? Alors, pour moi, c'est plus un manque de modèle qu'un manque de moyens. Évidemment, tu manques de moyens par rapport à la première ligue. Évidemment que quand tu regardes avec des champions, finalement, c'est plus ou moins toujours les mêmes clubs et les plus puissants qui vont au bout ou dans le dernier carré. Mais en termes de modèle, par contre, je trouve que la Ligue 1, elle manque d'ambition. Elle manque de projets clairs ou au moins de projets hors trading qui te permettent de recruter des joueurs de plus de 28 ans, 30 ans dans la fleur de l'âge et qui te permettent de faire des choses en Coupe d'Europe. Parce qu'en Ligue des Champions, bon, hors Paris, j'en parle pas, les clubs de Ligue 1 peuvent pas trop exister, mais en Ligue Europa League, là tu peux faire des trucs et les clubs de Ligue 1, on les voit très peu. Mais est-ce que c'est pas un manque d'ambition ? Est-ce que c'est pas un renoncement de se cantonner à des coupes européennes mineures ? Bastien, qu'est-ce que t'en penses ? Déjà, pour rejoindre ce que disait François, déjà le modèle en fait il est lié aussi à l'économie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui des clubs comme je vois Lyon ou autres, le problème c'est que en fait ils sont obligés de vendre, ces clubs-là sont obligés de vendre pour exister entre guillemets et donc on est obligé de vendre les gros joueurs, les grosses plus-values pour pouvoir exister derrière et exister sur une scène européenne mais plutôt secondaire on va dire, notamment sur la Ligue Europa qui est pour moi la compétition où le club français a le plus de chances de remporter un titre dans les prochaines années. Moi je suis d'accord avec toi Baba sur ça, mais en fait le problème c'est que j'ai un problème avec pendant longtemps les clubs français ont eu un problème avec cette Ligue Europa. Je pense qu'on la joue depuis ça fait une dizaine d'années qu'on commence à la jouer. Il faut savoir quand même que la Ligue Europa existe depuis je crois 1971 ou 70, un truc comme ça, depuis le début des années 70, et aucun club français n'a réussi à la gagner. Aucun club français n'a réussi à la gagner. Il y a eu la Coupe des Coupes, Paris l'a gagné une fois. Là la C4 est arrivée il y a en 2021 il me semble. On l'a toujours pas gagné. Donc, non, mais il y a un gros problème de mentalité, ça. C'est sûr. Je pense qu'on pète plus haut que notre cul. Pendant longtemps, on a pété plus haut que notre cul. Et c'était ça le problème. Il y avait des clubs français qui ne voulaient pas jouer cette Europa League. Alors que, quand tu regardes le format, le plateau, c'est complètement une compétition qui est à notre mesure. Pourquoi les Portugais l'ont gagné plusieurs fois ? Pourquoi les Hollandais l'ont gagné plusieurs fois ? Les Belges l'ont gagné plus de fois que nous. Enfin, à un moment donné, c'est qu'il y a un problème. Il y a eu un problème dans notre football. Et aujourd'hui, le problème, c'est que oui, alors, je pense qu'aujourd'hui on la joue, mais pendant longtemps on la joue pas. Il y a un problème de mentalité. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, tu vois, Nice, il la joue pas. Alors que Nice en Ligue 1, je crois qu'ils sont 4e à 2 points de Paris, un truc comme ça. Et cette année, ils la jouent pas. Ils sont constants en Ligue 1 Nice, sur ces dernières années. Mais comment ça se fait, tu vois? Mais moi, c'est un truc que je comprends pas. Tu te bats toute l'année pour aller en Coupe d'Europe. Finalement, tu fais tourner, t'envoies rien du tout. Est-ce qu'il y a un écart mental? Enfin, c'est ça, un écart de. Est-ce qu'il n'y a pas un écart de mentalité plus que. Enfin, toi, tu parlais du problème de modèle, François. Je pense que t'es dans le vrai. Mais pour moi, il y a un écart de mentalité entre des Portugais qui ont moins de moyens que nous, des Ukrainiens. Enfin, on a le Shakhtar ou le Dynamo Kiev qui arrivaient quand même à faire des bons résultats, en Hollande aussi. Comment ça se fait? Mais parce que peut-être que eux ils connaissent leur vraie valeur. Parce que quand vous regardez les émissions aujourd'hui, que ça soit en radio, que ça soit à Canal ou à la télé, à chaque fois ils parlent de 5 grands championnats. Donc en fait ils s'incluent avec l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie. Mais pour moi non, il y a 4 grands championnats européens. Mais c'est même pas pour toi, c'est que c'est les faits. En termes de chiffres, on est à 15 points du 4e. Exactement. Et on est à 4 points du 6e. Voilà, donc en fait on est plus proche du 6e, du 7e que du 4e. Donc en fait faudrait qu'on arrête de se dire que on est proche des championnats. J'ai entendu dire il y a pas longtemps, on est proche du championnat italien ou allemand. Mais on les rattrape de rien du tout. À un moment donné, faut être réaliste. Pour se rassurer, ça. Mais bien sûr. Mais sinon, non, on est plus proche du championnat portugais ou hollandais, sans leur faire offense, que du championnat, je sais pas qui est 4e aujourd'hui, que ce soit les Allemands ou les Italiens.
Mais moi, les gars, j'ai une question à vous poser. En vrai, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les clubs français, quand ils arrivent dans des phases finales, que ce soit Lyon l'année dernière contre Manchester, Marseille quand ils perdent contre l'Atalanta l'année d'avant, vous pensez pas que, comme les clubs français n'ont pas de repères en vrai, bon là, avant Paris cette année, n'ont pas de repères d'équipes qui ont gagné récemment, est-ce que vous dites pas qu'à un moment donné, ils se disent, bah en fait, on s'est pas gagné, on a un club français, on s'est pas gagné. Je suis complètement d'accord avec toi. On a un problème dans les phases à élimination directe. Encore une fois, je me mets hors contexte PSG, qui est un contexte qui est vraiment à part. Mais dès que ça compte, dès qu'à un moment donné, le moment il est chaud, il y a un truc, je ne sais pas. Par exemple, je vais prendre désolé Baba, c'est l'exemple de Lyon l'année dernière à Manchester. C'est pas normal que Lyon se fasse éliminer de cette façon-là. Ouais, mais Lyon, ils ont quand même des grosses campagnes européennes. Lyon, ils ont eu des campagnes. Final, ils ont sauté. Bon, le Real, c'était il y a longtemps, mais City, la Juve. Ouais, mais pour quel résultat derrière ? C'est ça le truc. Non, mais je suis d'accord. À un moment donné, ça a coincé. Il y a un problème de mentalité. Et quand tu arrives sur des matchs comme ça, où en plus tu mènes de 2 buts en prolongation alors que tu es à 10, tu as fait le plus dur, ça, tu peux pas t'écrouler comme ça. C'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Et ça part, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais ça parle aussi de la mentalité qui est inculquée dans les clubs dès les plus jeunes âges. Au niveau des coachs, pareil, les coachs étrangers qui arrivent, on pense qu'ils vont inculquer cette envie de la gagne et puis ils le font pas. Alors j'en parle pas des coachs français, parce que les Bruno Genesio, les Frank Hayes, etc., je pense qu'eux, ils ont pas ça ancré dans leur discours. Mais ouais, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et François, comment créer une culture de la gagne selon toi, qui n'existe pas visiblement ? Pour moi, c'est pas qu'une culture de la gagne. Par exemple, je vois, tu vois, encore Lyon-Manchester. Bon, t'es sur un gros club, donc par rapport à ce qu'on disait, tu vois, les mecs sont quand même transcendés par le fait de jouer ce match-là. Mais par exemple, il y a 2 ans, Marseille, bon, c'était Gasset comme coach et tout, mais quand ils se font tourner par le Feyenoord en Ligue Europa Conférence. Oui, c'était à 3 ans. C'était pas Gasset, c'était Sampaoli. C'était Sampaoli, ouais, en demi-finale. Mais je suis complètement d'accord. Ouais, de la conférence. Et ben là, ils se font tourner. Donc, c'est même pas une problème de mentalité, c'est vraiment en termes de niveau que tu te vois trop beau, quoi. Exactement. Que finalement, un club hollandais qui joue le top 3. Non, mais je suis d'accord. Tu le mets en Ligue 1, top 3, top 5, tu vois, c'est un plus ou moins pareil, quoi. On a l'exemple de Bruges, là, qui performe en Ligue des Champions. Ouais, qui Bruges. Est pas mal avec mais pourquoi Bruges, qui est un club, qui est un beau club belge, arrive? Non, mais pourquoi ils ont le budget de Lens, je pense. Je pense qu'ils ont le budget de Lens. Et à peine. Pourquoi ce club-là arrive à faire des résultats contre le Barça? Hier, ils ont accroché 3 partout. Et pourquoi un club français n'y arrive pas? Je sais pas. On se voit trop. Donc il y a aussi un manque de projet collectif. Non, moi je pense qu'il y a aussi un manque d'humilité. On connaît la mentalité française, où on est assez sûr de nous, et où je pense quand on tombe contre un club portugais, on perd tout le temps, mais à chaque fois on les prend de haut. Pareil contre les Belges, pareil contre les Hollandais. Mais est-ce que c'est pas caricatural ça maintenant ? Mais pas du tout. Mais prends les derniers résultats contre les clubs portugais ou contre les clubs hollandais. On gagne pas tout le temps. Regarde Monaco, ils se sont fait gifler il y a un mois. Marseille, ils ont perdu contre le Sporting. Bah ouais, et on perd tout le temps. Je crois qu'ils sont éliminés en barrage contre Benfica. Ouais, bien sûr, mais à chaque fois on se fait gifler. Et puis à l'aise, pareil, ils perdent bien comme il faut. On peut mettre ça en retour. Ils avaient mis des buts, ils avaient égalisé, ils en reprennent un derrière. Non, je crois que personne n'a gagné à Benfica, je crois, non ? Ou à Porto, il y a une stat comme ça. Il y a un truc comme ça. Un club français n'a jamais gagné sur un des 2 terrains. Et tous les ans, on va rejouer Benfica, on va rejouer Porto, on va rejouer le Sporting. Et on va se dire, on est favoris et machin, ils font rien. Et à chaque fois, tu te ramasses. Donc je pense aussi que c'est dans notre. Il y a un problème d'arrogance. Exemple. On en donne des dizaines d'exemples de clubs français qui sont éliminés dans des... Lyon, il s'était fait éliminer, je sais pas si vous vous rappelez, une année à Nicosie. Oui, si, on s'en rappelle. Enfin voilà, c'est... C'était Bordeaux, c'était contre qui en barrage de... C'est des Hongrois, c'était Debrecen, je crois. Astral Giorgio, ouais. Opel Astra. Opel Astra Giorgio, ouais. On avait perdu, nous, contre un club, un club hongrois où il y avait... Un club sans contrôle technique. Ouais, il y avait Loïc Nego qui joue au Havre maintenant, qui s'est naturalisé hongrois, là. Et on avait perdu contre en barrage, mais pareil, j'avais vu le match, je me rappelle, en plein mois de juillet, là. Enfin, au début août, tu vois. Mais rien à dire. Mais rien à dire. Tu ramasses, tu prends, tu perds. Mais facile, bien. Ouais, mais les gars, si on fait une petite analyse historique de la chose... Enfin, années 90, bon, c'était un autre football, c'était une autre formule de la Ligue des Champions, mais on a Paris qui a fait une ou deux demi, Monaco, on avait aussi d'autres clubs. C'était à 30 ans, ça, Nabil. C'était à 30 ans. Ouais, mais qu'est-ce qui fait ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une espèce de bascule qui fait qu'aujourd'hui, soit on a perdu en niveau, soit on a perdu en mentalité, Nabil, soit on a perdu... Depuis, la Coupe d'Europe existe depuis 1956, il me semble, ou 55. Je vais pas faire de bêtises. Il y a eu, j'ai compté,
167 éditions de Coupe d'Europe. Quand tu prends Ligue des Champions, quand tu prends Europa League, C1, C2, C3, C4. Ouais. Voilà, conférence de Ligue et Coupe des Coupes. La France a gagné 3 Coupes d'Europe sur 167 éditions. 3 Coupes d'Europe sur 167 éditions. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que nos clubs ne sont pas capables ou n'arrivent pas à gagner en Europe. Pourquoi on a autant de victoires que les Belges, autant que les Suédois? C'est que là, vous faites des. Enfin, et on a Paris encore. Et on a Paris qui a gagné l'année dernière. Qui sort du jeu. Mais là, vous faites des constats, mais quelle solution vous pouvez proposer? Bah, déjà, un changement au niveau moi, je pense au niveau des projets. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, t'as pas moins d'argent que Porto, Benfica, Bruges, j'en sais rien, parce que là, c'est un peu la hype de la semaine ou autre. Mais par contre, dès que t'en as, je trouve que tu vois, quand on avait les droits télé au max, il y avait aucune idée. Et finalement, tu basculais dans le trading, t'étais plus dans le résultat sportif. Tu prenais ta com en coupe, t'étais content si tu faisais un 8e, tu remplissais ton stade. Et finalement, tu vois, moi, j'ai l'impression que c'est ça le souci. Tu vois, Nice, là, je sais pas, quand je les regarde, ils ont pas moins de budget. Je pense que Nice, il doit être au budget de Benfica, tu vois. Il doit avoir plus de budget que Bruges. Et eux, tu vois le recrutement, je sais pas, ils te prennent devant, ils te prennent un mec, Kevin Carlos, ils mettent 6 millions sur ce type. Je sais pas si vous l'avez vu jouer ce gars-là. 6 millions sur ce gars-là. Comme ça sort. Tu vois, il y a des trucs comme ça, moi, ça me dérange aussi. Et j'ai l'impression que dans tous les recrutements et tout, les autres sont peut-être plus malins, des cellules de recrutement qui sont mieux ficelées. Avant, tu vois, par exemple, je pense Bordeaux, alors je sais pas les autres, mais Bordeaux, ils avaient une cellule de recrutement au Brésil. Et ils t'amenaient des Brésiliens. C'est comme ça que Malcolm était arrivé, Enrique, Mariano tous ces aussi, mecs-là, ouais. tu vois, Mariano. Mais là, t'as plus un club français qui fait ça. T'as plus de mecs qui arrivent comme ça, que tu connais pas, et finalement, c'est des vrais bons joueurs. Pendant trop longtemps, attends, Nabil, juste 2 secondes, pendant trop longtemps, les clubs français ont eu trop d'argent. Ouais, c'est ça. Ils ont eu trop d'argent avec les droits télé. Pendant longtemps, Canal a gonflé ses droits télé. Il y a eu Mediapro qui est arrivé, on s'est targué avec le milliard. Et en fait, on ne sait pas gérer cet afflux d'argent. Ouais. On a donné des salaires monstrueux. C'était Lorient, là. Lorient, là, des joueurs. Ils avaient le 9e budget. Exactement. 9e masse salariale, je crois. C'est ça. Ouais. Il y a des joueurs qui bidons, mais peut-être qu'il faudrait qu'il y ait une... comme aujourd'hui, on traverse une crise, voilà, et qu'en fait... Tu t'es obligé de faire avec le centre de formation ou des joueurs qui viennent de pays de l'Est ou de pays nordiques, et peut-être que tu repartiras sur un truc plus sain. Mais moi, la question que je me pose, c'est aujourd'hui, dans le monde de la Première Ligue, parce qu'aujourd'hui, le foot est le monde de la Première Ligue et les autres essaient de suivre, à part Real, Barça, Bayern, les autres, au Paris, les autres sont à la traîne. Est-ce que la Ligue 1 peut encore exister dans le même monde économique que la Première Ligue? Bastien, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, juste avant de te répondre, Abi, j'ai un petit point à rajouter sur ce que les gars disaient juste avant. Rajoute. Il y a aussi un problème d'ambition dans les clubs. Ce que tu disais, mais là, ce que je vais rajouter, c'est en fait, on va prendre des clubs comme Marseille, comme Lyon. Aujourd'hui, quand ces clubs-là ont des bons joueurs qui sont là et qu'il y a des belles offres, les joueurs partent. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros salaire, parce qu'il y a une grosse somme d'argent qui est versée, mais parce qu'aussi, il y a un manque d'ambition du club. Aujourd'hui, le championnat, au mois de mars, il est plié. Ça veut dire qu'en fait, tu dis à un joueur, je vais prendre moi Ryan Cherki typiquement, ou d'autres, par exemple Tyler Morton qui vient de signer à Lyon, on sait que Tyler Morton, il va rester 1 an à Lyon, et après, ça sera terminé. Parce qu'il y a un manque d'ambition de Lyon, et parce que en fait, il va pas gagner de titre. En Allemagne aussi. En Allemagne aussi. Non, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que quand tu vas en Allemagne, quand tu vas par exemple, tu joues pas au Bayern, mais tu es dans un club comme Dortmund, tu vas à Leipzig, tu vas à Francfort. C'est des clubs. Alors, ils vont pas gagner avec des champions. Mais au moins tu joues le titre. Voilà. Moins, tu te bats jusqu'au bout. Mais bien sûr. Là en bien France, sûr. au mois de mars, c'est plié. Et là aujourd'hui, quand on prend le championnat de cette année là, c'est une anomalie et c'est pas normal que Paris soit premier aujourd'hui. C'est pas normal. Et là où je rejoins Baba, c'est que quand tu regardes entre Paris et le deuxième budget qui doit être, je pense, l'OM, il y a une différence de 1 à 5. Paris doit avoir 800 millions ou 850, Marseille doit être à 200, 250. Mais c'est pas le cas en Allemagne. Là où le Bayern doit être à 600, Dortmund, ils doivent être entre 3 et 400. Ils sont à 400 Dortmund de mémoire. Voilà, ouais. Donc en fait, ok, le Bayern, c'est le club le plus riche, mais t'as Dortmund qui est à 300, 400, t'as Leipzig qui doit être à 250. Même si le Bayern surdomine la Bundesliga, Dortmund, demain, tu les mets en Ligue 1, ils finissent deuxième, mais tout le temps, tous les jours. Et en Bundesliga, t'as pas des mentalités. Là, moi, j'ai lu un truc il y a quelques semaines d'Eric Roy. Eric Roy, Brest a fait comme la Ligue des Champions l'année dernière. Eric Roy, qui a joué contre Paris récemment, qui dit quand même que c'est un match bonus.
Mais là, ça veut tout dire en fait. Ça signifie tout. Un match bonus. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il joue contre Paris. Et puis bon, si ça peut-être que voilà, sur un malentendu, il peut essayer de faire un nul. C'est peut-être de la com. Enfin, je sais que là, Bilbao qui joue en Ligue des Champions, on a Ernesto Valverde qui a dit la même chose. On dit que c'était un match pour faire plaisir aux supporters et puis voilà. Mais t'es en Coupe d'Europe. Là, t'es pas en championnat. Ton championnat, c'est ton gagne-pain. C'est ce que tu sais. C'est ta vie de tous les jours. Tu peux pas en fait. Et en fait, si Brest, mais si tous les autres clubs ont cette mentalité-là, et on arrive à des championnats pliés au mois de mars. Et puis un manque d'ambition dans le championnat. Voilà. François, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, c'est ça en fait. Pour moi, on revient sur ce truc-là de se dire, c'est pas que l'argent. C'est aussi une question de moyens. Quand je vois, alors nous c'était hier le match de Marseille contre l'Atalanta. Finalement, c'était un match que tu voyais pas souvent parce que tactiquement l'Atalanta c'était un truc de taré, c'était du 1 contre 1 derrière, pressing de fou et tout. Et l'Atalanta ils ont un plus petit budget que Marseille et ils leur ont mis la misère. Donc mais oui, mais l'Atalanta il y a 2 ans ils gagnent l'Europa League. Oui, c'est ça. Mais là ils ont changé de coach par exemple, tu vois. Donc tu vois en France quand tu changes de coach, tout de suite tout le monde te dit "Oui, attends, il a changé de coach." Il a changé de coach, tu vois, où tu perds 3 de tes joueurs, tu dis, là, ils ont perdu 3 de leurs joueurs. Mais je suis d'accord avec toi. Et pourquoi en France, on n'a pas des équipes comme l'Atalanta, qui construisent sur des années, et tout, l'Ajax de 2019, il y a des clubs comme ça, qui arrivent à faire des épopées, à avoir des trucs, et nous, ça arrive jamais. Le dernier que j'ai en mémoire, c'est peut-être Monaco 2017. Ouais, et encore, ils prennent un Marseille en attaque qui sort en octobre. Exactement, voilà. Et Monaco 2017, c'est la conséquence d'investissement de James 3 ans avant, de Falcao, mais bien de Carrasco qui achète pour 15-20 millions en Ligue 2. Enfin, Monaco, genre, c'est pas... Bien investi. Pour une fois, ils avaient fait, tu vois, des mecs comme Dirard, comme Glick et tout, ou comme Raggi, là, l'Italien était bon derrière, tu vois, c'était des mecs, ça, ils vont les chercher, et ils ont réussi à construire une vraie équipe. Je crois que Raggi, il arrive en Ligue 2. Raggi, il arrive en Ligue 2. Tu vois, c'était des bons Ocampos qui vont chercher à River Plate. Ouais. Mais les gars, enfin, je sais que vous esquivez la question, et je le vois, mais... Moi, je parle le poids économique qui est trop faible. Est-ce qu'aujourd'hui, l'écart avec ce championnat est irréversible? Le poids économique, qu'est-ce qu'on en fait si c'est irréversible? Le poids économique de notre championnat, de toute façon, on en a parlé dans une précédente émission. La Première Ligue est vouée à prendre tous les meilleurs joueurs. Tu regardes même dans le championnat italien, il y a des difficultés. En Espagne, ils ont plus d'oseille. Il y a que l'Allemagne qui, économiquement, s'en sort, mais quand tu regardes les meilleurs joueurs du championnat allemand, par exemple un Florian Wirtz, il va à Liverpool. Ouais. Donc, à un moment donné, comme on disait, est-ce que les championnats nationaux ont encore une valeur? De moins en moins. En fait, c'est pas pour essayer de répondre à ta question, Nabil, c'est pas une question de, oui, on est voué à être derrière l'Allemagne, l'Angleterre, surtout l'Angleterre. Mais le truc, c'est que nous, on aimerait des clubs français, qui soient en tout cas conformes aux attentes qu'on se dit. C'est-à-dire que par exemple, hier, Marseille, on les voit taper l'Atalanta, on les voit faire un 8e ou un quart. Voilà. Si Marseille fait un quart, c'est une très belle performance en Ligue des Champions. Nous, ce qu'on veut, c'est ça. Pour moi, le championnat français, c'est ça. Et après, en Ligue Europa Conférence, claquer de la finale et aller chercher un trophée pour un club, tu vois. Pour moi, Lyon, ça doit faire demi. La Ligue des Champions, Lyon, c'est foutu. Ça doit chercher la demi. La Ligue des Champions, il n'y a pas d'anomalie. Il y a eu Porto 2004, mais c'est tout. Tu vois, sinon, c'est les gros clubs qui gagnent et voilà. Pour conclure cette partie, d'après ce que je comprends, parce que vous dites tous les trois, vous avez l'air d'accord, l'écart financier n'est pas une explication. C'est une fatalité qu'il faut accepter, mais il faut s'adapter à ça et essayer d'aller chercher les résultats ailleurs. Ou différemment. Autrement que par financier. Ou être conforme à ta puissance financière. Être conforme accepter qu'on n'a pas à part Paris des équipes pouvant aller loin en Ligue des Champions et se dire on essaie de faire du jeu et développer un projet. Ouais, moi j'ai toujours dit en tant que supporter de l'OM, moi la Ligue des Champions de cette année, cette campagne, elle ressemble à toutes les autres. Moi j'aurais préféré, honnêtement je vous jure, j'aurais préféré que l'OM soit en Ligue Europa avec cette équipe là parce que je pense que il y a quelque chose à faire, un beau parcours, arriver en demi, vivre des émotions. Que là en Ligue des Champions on n'est même pas sûr de sortir et si on sort, on ne sortira pas. Même si on sort, regarde, on va en barrage, on va se faire taper en barrage et ta saison en Europe elle est terminée, tu vois. Ouais, mais le problème les gars c'est que tout au long de la saison les clubs ils se dépouillent pour être dans les 4 premiers. Ouais, mais pour un aspect financier, pour l'argent tout simplement. Ouais, je sais bien, mais du coup après derrière après tu te retrouves à vivre plusieurs mois là de septembre jusqu'à janvier. En prenant des défaites. Mais Marseille voulait faire un 8e, mais ils vont même pas y aller, mais c'était leur truc, quoi. En direct, les gars, passe décisive de Lorenza Signon, donc jeune poids de vin sur Bilal Khanous, milieu marocain exceptionnel.
Ouais, mais Nabil, mais tu vois, Signon, comme ça. Signon, ce mec-là, tu vois, un bon gros club de Ligue 1 qui a des ambitions, ils auraient pu mettre sur Signon après. Moi, je crois qu'il est parti pour 15 millions quand même à latéral droit, c'est un peu cher, mais il est parti cher. Donc, en parlant, la transition est toute trouvée parce qu'on va parler dans la deuxième partie de la formation à la française et de comment on arrive à valoriser ces joueurs et notre modèle sur la base du trading. Bon les gars, pour cette deuxième partie, un peu d'espoir parce que vous êtes assez pessimiste sur l'état du foot français et comment on joue. Moi, j'aimerais parler dans un deuxième temps de la Ligue des talents. Je sais que depuis 2018, c'est le slogan. Bon, les amis, je vais essayer d'apporter un peu de douceur dans votre pessimisme ambiant et parler, de notre compétences, de nos compétences et de nos talents de formateurs. La Ligue 1, qu'on appelle Ligue des talents, donc slogan développé par la Ligue depuis 2018, fait qu'en fait, on forme pas quasiment tous les talents du monde entier, mais il y a énormément de joueurs issus de gros clubs, soit formés en France qui partent en préformation, soit qui jouent en Ligue 1 et qui partent. Pour moi, c'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Et est-ce que c'est un label de fierté ou un aveu de faiblesse de se présenter comme Ligue des talents? Francky, je vois que ça t'intéresse. Non, mais j'ai une position là-dessus où je pense que... Alors, la formation, à proprement parler, c'est 15-18 ans. Il y a la préfo entre 13 et 15, la formation entre 15 et 18, et la post-formation entre 18 et 21. Je pense quand on parle de formation, donc entre 15 et 18, on doit être, top 2 monde, pour pas dire top 1. Voilà. En revanche, sur la post-formation, là, je pense qu'on est très, très, très loin du compte. Quand on reprend notre équipe qui gagne la Coupe du Monde en 2018, ou notre équipe actuelle de l'équipe de France, vous regarderez, la plupart des joueurs donc, sont quasiment tous formés en France, mais ont été post-formés à l'étranger. Alors, la seule exception, c'est Mbappé, mais dans la post-formation, on est encore... je pense qu'on est encore assez loin de certains pays comme l'Allemagne ou comme l'Angleterre. T'as raison, parce que des fois, moi, je découvre des joueurs en Allemagne et tout. On voit que c'est des Français. Là, typiquement, l'attaquant qui est en espoir, là, je crois qu'il est à l'Eintracht Francfort, non? Je sais plus c'est quoi son nom. Baoya, non? Ou quelque chose comme Baoya, ça. qui était à Angers, ouais. Baoya, voilà. Mais moi, je le connaissais pas, en fait, avant. Et il a été formé en Allemagne, non, c'est ça? Il est parti à 1 an et demi quand il était en Ligue 2, je crois. Il est parti sur un mercato d'hiver, lui. Mais il a fait quoi? Il a fait 10 matchs. Hein. Ils ont envoyé le blé sur lui. Le truc, c'est ça aussi, c'est que toi, tu dis ça, Franck, mais en même temps, t'es en Ligue 2 ou t'es un petit club, t'envoies du 10 millions, tu vois, ou du 8 millions sur un mec qui a fait 10 matchs. Le mec, il se barre, tu vois. Oui, non, mais il se barre dans un meilleur championnat où là-bas, il va être peut-être plus exposé et ça fait des joueurs comme, par exemple, un joueur comme Manu Koné. Un joueur comme Manu Koné qui est parti très tôt de Toulouse. Aujourd'hui, pour moi, quand on était à Toulouse, c'était un joueur lambda de Ligue 1. Wow. Enfin, il avait des qualités. Ouais, tu voyais un petit truc quand même. Ouais, mais de là à l'imaginer titulaire en équipe de France, parce qu'il va être titulaire aux États-Unis. Ah oui, quoi jouer. Tu vois. Mais j'étais très loin d'imaginer un truc comme ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. Est-ce que la France forme trop pour les autres? C'est le modèle. C'est la première phrase que j'ai dit en première partie, c'est qu'on est sur un modèle de trading. Donc en fait, pour pouvoir survivre, alors qu'on avait des droits de télé qui étaient colossaux, donc on aurait pu faire autrement. Et nous, on fait de la masse, on sort les jeunes. Maintenant, on est obligé. Là, on est obligé. Mais avant, pour moi, on n'était pas vraiment obligé. T'avais 1 milliard de droits télé, Babas, tu vois, t'aurais pu faire autrement. T'aurais pu prendre des mecs, t'aurais pu avoir des équipes qui ont dit, moi, je veux de la perf, là, je veux des mecs entre 27 et 30, qui normalement, c'est là où ils sont, on va dire, fleur de l'âge. Et moins faire jouer les jeunes. Ouais, mais ça aurait pu arriver quand ça? Il y a un gros problème en France là-dessus, d'ailleurs. Au niveau de l'âge, il y a un gros problème. Puisque nous, je pense qu'en France, on estime que passé 25 ans, le joueur est beaucoup trop vieux. Ouais, c'est ça. Parce que c'est toujours notre logique de training. Mais bien 25 sûr, ans, tu peux plus le vendre, le titre. Exactement. Donc tu vois, alors après, l'Italie, eux, ils font à l'excès total. C'est-à-dire qu'ils font pas jouer les jeunes, ils mettent que les vieux. Mais tu vois, t'as un juste milieu comme peut-être les Allemands font, peut-être les Espagnols aussi. Ça, j'ai l'impression que c'est quand même plus jeune. Enfin, que ça joue plus longtemps. C'est-à-dire que t'as un mec de 28 ans, tu vois, il le considère encore comme un jeune. Après, le modèle économique en Allemagne est plus solide aussi. Ouais, c'est vrai que ça tourne bien.
Mais François, t'avais évoqué à un moment le fait qu'on aurait pu nous garder les talents ou ramener d'autres talents. Moi, je me demande, parce que moi, depuis que je suis le foot français, dès qu'on a eu un joueur un peu fort, il est parti. Enfin, je pense Benzema, Nasri, Hazard. Regarde, je vais te donner l'année 2000, je crois que c'est l'année 2009 ou 2010. Lyon, ils envoient 20 millions sur Lisandro Lopez, et Marseille, dans le même temps, ils envoient 20 millions sur Lucho González, tu vois. Ouais. Bah là, ces moments-là, les mecs, ils étaient moins dans le trading, il fallait de la perf, en fait. Et là où je suis d'accord, c'est que derrière, quand Benzema part de Lyon, Lyon, je crois que c'est 35 millions le transfert. Ouais, c'est ça. Je crois qu'ils achètent Bastos derrière. Ils doivent acheter Lisandro Lopez. Et Lisandro qui arrive derrière. Ouais. Voilà, Lisandro, voilà. Ouais. Et en fait, alors, certes, ils sont pas champions. Oui, mais au moins... Voilà. Tu vois, ils t'envoient pas le petit jeune du centre de formation, ils te prennent pas un petit mec de 19 ans que tu connais pas, ou tu sais pas trop ce que ça a donné, tu fais un pari sur lui, quoi. Ouais, mais aujourd'hui, il y a des clubs comme Monaco, ils mettent du pognon sur du monde. Aujourd'hui, c'est que. Mais sur qui sur qui hors trading? Il y a eu Balogun qui est arrivé il a 22 piges. On a Lens, ils ont mis de l'argent sur Wai. Là, récemment, quand même, tu vois, ils ont mis 30-40. Mais c'est des mecs de moins 24 ans. Quel âge ils ont? Ouais. Il n'y a pas eu un mec qui a envoyé 15 millions sur un mec de 30 piges pour dire vas-y, lui il va me claquer mes 15 buts en Ligue 1 et ça va m'envoyer en Europe ou quoi, tu vois. Ça n'existe plus. C'est où ça? C'est soit on recrute des jeunes en espérant de les revendre en première ligue plus tard. C'est ça. Ou soit c'est des mecs de plus de 35 ans que tu sais, ils vont faire un one shot et puis genre Giroud à Lille. Ouais, voilà. Et donc on mise sur ça. Mais en fait, des mecs dans la fleur de l'âge en Ligue 1, il y en a pas non plus énormément. Pour toi, le fait qu'on soit la Ligue des talents, c'est pas forcément une fierté, mais c'est plus quelque chose sur lequel on doit travailler et maximiser. C'est un truc c'est un slogan par défaut. Oui. C'est un slogan par défaut. Mais je trouve qu'il est bien trouvé en soi. Il est très bien trouvé. Parce que pour le coup, on vend que des jeunes. Nos jeunes, ils sortent comme tu disais, 15, 18, 20. Tu vois, après ils se barrent. Parce que là, on parle des stars, mais je sais qu'on va en Allemagne. On est à Francfort, à Leipzig, Dortmund, en Angleterre. En Angleterre, là, je crois que c'était le week-end dernier, on avait je crois les Français avaient marqué. Ouais, il y a 2-3 semaines, là. Ouais, avaient marqué, je crois qu'ils ont plus de la moitié des buts sur une journée en première ligue. Hugo Choukou, trucs comme ça. Odobert. Chaona et tout. Bah ouais, mais c'est ça, en fait, tu récapitules le truc. J'avais regardé un truc, une stat qui était très intéressante en parlant de joueurs formés en France. C'était à la Coupe du Monde 2018. T'avais, il me semble, 54 joueurs ou 52 ou 54 joueurs avec un passeport français. C'est-à-dire qu'il y avait plus de joueurs qui jouaient pour des sélections étrangères en étant franco-sénégalais, franco-marocains, franco-portugais, ce que vous voulez, que de joueurs qui jouaient pour l'équipe de France. Donc c'est-à-dire que sur cette Coupe du Monde, il y avait 54 joueurs qui avaient un passeport français. C'est un truc qui est énorme. Est-ce qu'on doit s'en satisfaire? Je ne sais pas s'il faut s'en satisfaire ou prouver que c'est déplorable, mais ça montre quand même une force de formation, une qualité de formation. Ah oui. Voilà. Parce qu'après, je sais que moi, j'écoutais des consultants notamment en Allemagne, etc., qui disaient que après 98, il y a plein de pays, notamment l'Allemagne, qui se sont inspirés du modèle français de formation et qui étaient subjugués par notre façon dont on forme les joueurs. Quand même. Mais bon, c'est quand même depuis, ils se sont bien rattrapés. Tu vois, ils se sont bien rattrapés. Et après, le truc, c'est que nous, le format de joueur qu'on forme, on va dire le prototype du joueur qu'on forme, la chance qu'on a en France, ou la chance, je sais pas d'ailleurs, mais c'est que le mec, il peut s'adapter partout. Et il va en Espagne, normalement, ça le fait. En Angleterre, c'est typiquement, tu vois, le championnat Allemagne aussi. Et en Italie, finalement, il te façonne un peu sur le côté tactiquement et tout. Mais ça le fait aussi. Donc, c'est ça aussi. Alors que, on va dire, si tu parles, tu vas vraiment dans le cliché, l'espagnol, milieu de terrain d'un 70 ou quoi, lui, tu sais qu'en première ligue, ça va être peut-être un peu plus chaud, à part s'il a vraiment les yeux dans le dos. Ouais, voilà. Ouais, mais en Ligue 1, on est trop fermé en France. Moi, je trouve qu'on est beaucoup trop fermé en France. Ça, c'est vrai. On est trop sur le modèle de joueur fermé sur les profils. Ouais, notamment sur les gardiens, où si tu fais pas 1m85, 1m90, limite, tu peux pas percer. Après, c'est le foot moderne, j'ai l'impression. Moi, aujourd'hui, des gardiens, aujourd'hui, Barthez, je sais pas s'il pourrait percer au niveau qu'il a eu. Là, j'ai vu un article sur le goal, je crois, de Guingamp,
qui était remplaçant. Ouais, j'adore ça. Il faudra qu'on fasse. Je fais une petite aparté à notre réalisateur Nabil. Il faudra faire la Ligue 2 un jour. Là, on fait la Ligue 1, c'est bien. Il va falloir se faire mal un jour. Voilà. Fin de la parenthèse. On va aller se chercher la Ligue 2. Donc là, le goal de Guingamp. T'inquiète pas. Le goal de Guingamp, donc il était remplaçant et tout. Il jouait. Apparemment, il faisait des belles prestats. J'ai pas regardé. Et il faisait il faisait un 81, tu vois, ou un 80. Et du coup, l'équipe a fait une page sur lui. En disant c'est une anomalie, le mec il est vraiment entre guillemets petit par rapport à ce qui sort maintenant. Ouais, en plus en ce moment le rôle de gardien il évolue beaucoup. Ouais. Maintenant t'as besoin d'un gardien qui est bon au pied, limite plus que sur sa ligne. C'est important de voir un peu plus loin que il fait 1m90, allez. Non, enfin, je suis désolé. Moi, je pense que là-dessus, il faut qu'on s'améliore et qu'on voit large et que voilà, si le mec il est bon, mais il est petit, etc. On voit ce que ça donne. Mais faut pas se fermer. Enfin, moi là-dessus, je suis assez. Je trouve que notre formation là-dessus, c'est dommage que ça soit bridé comme ça. Justement, quand on parle du le modèle de trading que vous présentez depuis le début, est-ce qu'aujourd'hui, on est face à une ligue qui est en construction permanente ? Est-ce qu'on est condamné à se réinventer tous les 3 ans ? Pourquoi on a l'impression que tous les ans 3/4 des clubs de Ligue 1 sont en transition. Mais t'es obligé. Aujourd'hui, t'as même plus de droit TV. Tu fais comment pour survivre ? T'es pas stable. Là, ok, mais avant, il y a 4 ans. Pourquoi on était toujours en transition ? Et puis comment le Portugal, ils ont pas d'argent, la Belgique, ils ont pas d'argent. Les mecs de Benfica, ils partent tout le temps. Ils font la même chose. Les Portugais, ils font la même chose. Sauf qu'au début de l'année, genre quand Nice, ils ont tapé Benfica, ils avaient dû perdre des mecs, tu vois, comme tous les ans, ils perdent des gars. Nice, c'était ouais, mais c'est normal, ils ont perdu des mecs et tout. C'est normal que Benfica leur fout 3-0. Tu vois, c'est que ça. Mais peut-être qu'ils le font mieux aussi. Oui, c'est ça. C'est parce qu'on bosse mal. Mais en soi. Et aujourd'hui, de toute façon, le modèle de trading, pour survivre en Ligue 1, t'es obligé de le faire. À part certains clubs, allez, on va dire 4-5 clubs qui peuvent survivre parce qu'ils ont un actionnaire derrière qui peut remettre des sous. Sinon, sinon t'es mort. Derrière, t'es mort. Aujourd'hui, les clubs, ils travaillent à recruter une bonne cellule de recrutement, un bon directeur sportif pour aller chercher des joueurs à moindre coût qui vont percer et qui vont faire du bien sur 2-3 saisons et revendre derrière. Là, c'est ça en ce moment, les clubs. On mise beaucoup là-dessus. Ouais, mais vous pouvez faire partir des joueurs en gardant un projet cohérent. Enfin, je pense au club hollandais. Le PSV, l'Ajax, ils se font piller tous les 2 ou 3 ans, mais malgré ça, ils arrivent toujours à trouver des gens qui, en fait, s'intègrent directement au projet. Et j'ai l'impression que c'est pas le cas en France. Et moi, je suis d'accord avec François là-dessus. J'ai l'impression que tous les ans, toutes les équipes sont en transition. Marseille, c'est les spécialistes de ça. Toujours en transition, ouais. Enfin, genre, ils renouvellent leur effectif quasi entièrement tous les ans. C'est clair, tous les ans. On prend l'effectif de Marseille ou de Lyon il y a 2 ans et aujourd'hui, on reconnaît pas 3/4 des mecs. J'ai regardé en parlant de ça, l'effectif de l'OM sous Tudor, c'était il y a 3 ans. Ouais, 3 ans, c'est pas beaucoup. Hein. Il y a Aubameyang qui est parti, qui est revenu. Non, mais il y avait même pas Aubameyang. Il y avait Cengiz Under, Guendouzi, Malinovski. Ouais. Non, mais et Saliba, c'était un peu avant Saliba, je pense. Non, Saliba, c'est cette année-là. Ouais. En fait, t'as l'impression que c'était il y a 10 ans, mais non, c'était il y a 3 ans en fait. Mais même le mercato qu'ils font l'été dernier. Et même cet été, bien sûr. Bah oui. Il y a quasiment plus personne de l'été dernier. Non, mais je suis d'accord. Ouais. Rennes, c'est mais pareil. Moi, je pense qu'il y a un problème de continuité au niveau des coachs aussi. Exactement, un problème de continuité dans les effectifs, les coachs, les dirigeants. Est-ce que c'est pas là, justement, la vraie faiblesse, François ? Si, tu vois, par exemple, là, on reprend l'exemple parce que c'est un club c'est peut-être le club qui travaille peut-être le mieux en Europe en ce moment, c'est l'Atalanta Bergame. On les a vus hier, ils mettent une danse à Marseille. Ils ont changé de coach. Pour autant, les joueurs. Après, attention, l'Atalanta, début de saison en Serie A, c'est compliqué. Oui, mais si tu prends sur les 5 dernières années, c'est peut-être le club travaille mieux, c'est-à-dire qu'il y a 5 ou 7 ans, tu vois, on les voyait en Serie A. Il y a 5 ans, ils font quand même un quart contre le PSG. Champions League Covid. Non. Bah si, en 2020, le PSG, ils battent l'Atalanta. Ah ouais. Bah ouais. Avec Neymar qui fait un match exceptionnel. Ah oui, c'est vrai, où il tape sur la fin en plus. Les autres, ils menaient. Oui, mais tu prends sur les 10 dernières années. Au début, l'Atalanta, tu les connais plus, tu les connais pas. Et depuis, les mecs, ils bossent petit à petit. Bon, ils ont un coach qui est resté, qui a fait ça. Là, le coach s'est barré, ils ont gardé le truc. Ok, ils font un mauvais début de saison. Ok, le Kaloukman et tout, tu peux le gérer. Mais tu vois. L'Ajax, le PSV, des clubs comme ça qui bossent bien. Mais l'Ajax, là, ils sont derniers de Ligue des Champions. En France, t'as Lens qui bosse un peu comme ça depuis quelques années, qui reste sur le même schéma tactique, c'est-à-dire un 3-4-3.
Hez avait ce schéma-là. Will Steele derrière a eu. Et là, Pierre Sage, en ce moment, joue toujours en 3-4-3. Donc, t'as un petit peu de continuité là-dessus. Tu vois pas François, mais il fait les gros yeux là. Franchement, non, mais parce que je le contiens là, mais vas-y. Parce que je suis d'accord avec toi, Baba, sur le côté terrain, mais côté sportif. Le président, il a encore viré tout le monde cet été, en fait. Il a mis les cas et tout. Donc, tu vois, donc l'instabilité sur tout un club, elle existe, j'ai l'impression, dans tous les clubs de Ligue 1. Tu vois, personne n'arrive à garder son coach, son directeur sportif, sa cellule de recrutement, ça bouge tout le temps. Ça, c'est le problème. Tu vois, c'est ça qui. Ça, c'est vrai. Qui est problématique. Okay, un petit mot de conclusion, les amis, sur la reconstruction permanente. Enfin, je pense que François, t'as bien fait comprendre ce que tu voulais dire. Bastien. Wow. Putain. Je suis désolé. C'était quoi ta question? Une conclusion sur la reconstruction permanente des clubs. Est-ce qu'on l'a subi? Est-ce que, c'est un mal, évidemment que c'est un mal, mais comment on peut contrecarrer ça? Avec de la stabilité, avec déjà tout le monde qui tire dans le même sens, c'est-à-dire que la ligue tire avec la nouvelle chaîne, que la nouvelle chaîne avec les clubs, que les clubs soient ouverts à ce que la nouvelle chaîne propose. Moi, je crois beaucoup en cette nouvelle chaîne qu'a proposé Ligue 1+. Et je pense qu'on peut s'en sortir à travers cette chaîne-là, mais il faut que tout le monde tire dans le même sens. Il y a beaucoup de choses à raconter sur notre Ligue 1. Il y a énormément de choses même, mais il faut que tout le monde soit ensemble et je pense qu'on peut s'en sortir et réussir à faire de belles choses et surtout qu'il y ait de la compétitivité dans notre championnat. Moi je suis d'accord avec Babas, mais quand on voit de dernières infos que en gros Nasser ne veut pas de cette chaîne, que la Brune s'en fout, que le président de Lille aussi n'est pas dedans et que en gros le mec Taverneau qui est président de la chaîne pense déjà à se barrer. On se dit qu'on va repartir encore pour des années de galère et j'ai pas l'impression que tous ces présidents de Ligue 1 ont envie de s'en sortir. Tout le monde pense. Non, mais après au niveau de la ligue, tout le monde pense qu'à eux. Tout le monde pense pour sa pomme, quoi. Écoutez, les amis, je vous remercie pour votre optimisme. C'était vraiment très bien. On va passer à la partie historique, la partie souvenir. Je vous ai demandé de préparer un petit texte sur un moment marquant sur les 25 dernières années en Ligue 1. François, est-ce que tu veux commencer? Alors, moi, pas trop de suspense, du coup. Je pense que, d'ailleurs, Franck, hors antenne, avant l'émission, a dit « Je sais ce que tu vas faire ». Donc, moi, c'était sur les Girondins de Bordeaux de 2009, avec une équipe mythique. Est-ce que tu veux présenter les Girondins à nos jeunes auditeurs qui ne connaissent plus cette équipe? Ça, c'est un tout petit club qui a réussi l'exploit d'être champion de France. Et qui a battu Choret ce week-end. Non, mais il y avait une équipe de fous en fait et qui était avec des mecs stylés. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu peux gagner avec ton équipe, et là il y avait vraiment des mecs stylés. Chamac, Gourcuff, Kavenaghi, moi mon idole, Wendell, Fernando Menegas. Non mais tu vois, il y avait une équipe de fous. Des étoiles dans les yeux. Mais il y a une équipe de fous, tu vois. Ils font des matchs d'anthologie. François à l'œil qui brille. Moi j'adorais Trémoulinas. Trémoulinas c'est énorme, Chalmé et tout, tu vois, ils font des matchs d'anthologie. Chamac avait des cheveux à l'époque. Ouais, grande crête et tout. Oh les gars, c'est vraiment ça. On rigole, mais pas Marouane. Et puis voilà, des matchs de fou, ils perdent 3-0 à Monaco, ils reviennent. Vraie question, François. Dans les buts, c'était Ramé ou Carasso en 2009? C'est Carasso pour le titre. C'est Carasso. C'est Carasso. Ouais. Ok. Il mettait un pot de gel par match et il commençait à avoir une qualité. Ouais, c'est Carasso. Hein. Tu me mets un doute quand même. Moi, dans ma tête, c'est Ramé. Je sais pas pourquoi dans le titre de 2009, c'est Ramé dans les buts. Et Carasso arrive. Ah, tu me fous le doute. Vu que le ballon était souvent de l'autre côté du terrain, je sais plus qui était au goal. Tu vois, je sais plus qui était au goal. Non, on a la régie qui me dit que c'était Carasso au goal. Là, c'était Carasso, ouais. Mais il était super gardien. Carasso sous-côté, hein. Ouais. Sous-côté, Carasso, super gardien. Non, après, mais même ça. Il aimait bien les pattes. Oui, mais ça faisait le boulot. Ça faisait le boulot. C'était meilleur que la plupart des gardiens en Ligue 1. Ouais, François, arrêtez de le couper. Non, mais voilà, Bordeaux 2009, des matchs d'anthologie à Rennes, à Monaco,
où on inverse le match, le but fantastique de Gourcuff contre le PSG, le titre à la dernière journée qui est terrible avec Gouffran qui enterre son club du Stade Malherbe de Caen. C'est vrai. C'était terrible, tu vois, mais en même temps c'était voilà. Donc moi c'est ça, c'était cette année-là, c'était le feu. J'avais en plus, tu vois, j'étais plein de fleur de l'âge, 15 ans, j'avais que ça à faire, tu vois. Pour ça. T'étais beau, hein, pour ceux qui le connaissaient pas, mais j'avais une belle crête, très belle homme. J'avais la coiffure de Chamac. Très beau jean slim, très belle Victoria. Non, franchement, Ben Simmons, des fois, non, c'était. T-shirt en V rose à carreaux, là. En losange, Rivaldi. Non, Hollister, attends, tu parles à qui, là? Non. Petit Hollister. C'est un mec du plateau, François. Il faut pas du Rivaldi sur le dos, non. Okay, merci beaucoup, François. Bon, très très beau moment, très très beau souvenir. Francky, à toi, Francky, qu'est-ce que tu as choisi comme moment? Ouais, moi j'ai choisi on va rester en 2009. Mais la saison d'après, on doit être alors j'ai pas la date exacte. En exacte. novembre. Ouais, c'est le 6 ou le 8 novembre. C'est le 8 novembre. Putain, okay. C'est presque les 16 ans. Les 16 ans de ce match-là. Donc Lyon-Marseille, 5-0. À l'époque, je suis en centre de formation au FC Nantes. Bravo. Bah ouais, non mais je raconte juste le contexte comment je vois le match. Et à l'époque, il y en a plein qui sont pour Lyon. Ah ouais? Ah ouais, il y en a plein qui sont pour Lyon. Ouais. Alors que t'es au centre de formation FC Nantes et tout. Ah, c'est marrant ça. Plein qui sont pour Lyon. Okay. Ouais. Il y en a quelques-uns qui sont pour l'OM. Et comme il y a beaucoup de Parisiens, il y en a aussi pas mal qui sont pour Paris. Enfin, c'était mélangé entre ces trois clubs. Peu pour Nantes. C'est drôle, hein. Ouais, c'est marrant. Ouais. Peu pour Nantes. Mais bon, voilà. Donc, en gros, c'était un dimanche soir, je me rappelle. Et Lyon ouvre le score par Pjanic. Une espèce de reprise bizarre. On égalise. Et derrière, Lyon remarque un but, c'est Govou. Je sais plus si c'est Govou qui ouvre le score ou c'est Pjanic? Ouais. C'est Govou. C'est Govou qui ouvre le score. Ah, c'est Govou. Non, Govou qui égalise. C'est Govou qui égalise. Ouais, Govou égalise. Ouais. Mais non, parce que c'est pas Marseille qui marque en premier. C'est Lyon qui marque en premier. Govou égalise à 2-2. À Ah ouais, peut-être, ouais. Peut-être. Mais enfin bref, tout ça pour dire que à la mi-temps, il doit avoir 2-1. Et il y a 2-2 à la mi-temps, pardon. Et après, ça part dans tous les sens. 3-2, Baki Koné, 4-2, Brandao. Baki Koné, gros. Et puis, ça revient. 3-3, 4-3. Penalty Lisandro, 4-4. Bastos, 5-4. Et là, 5-5 à la 91e minute. Ça allait dans tous les sens. Et je me souviens qu'en plus, c'était à une époque où la Ligue 1, il n'y avait pas beaucoup de buts. Et en plus, sur le banc, t'avais Claude Puel. C'est pas Guardiola. Ouais. Et il y avait Deschamps de l'autre côté. Donc, voilà. Est-ce qu'il était obèse à l'époque, Deschamps, ou pas? Pas encore. Il venait d'arriver à l'OM. Avant de se faire prendre par les Arabes de Marseille. Non, tout ça pour dire que, en gros, c'était pas Klopp contre Guardiola, quoi. Voilà, on avait Deschamps Puel, ça avait fait 5-5, c'était une anomalie à l'époque. Et ce match-là a été des beaux buts, et puis un scénario incroyable. Et une saison où l'OM finit champion. Et un beau souvenir, même si j'ai pas l'ordre des buts là. J'ai oublié, surtout en première mi-temps. Pjanic qui ouvre le score, Diawara qui égalise, Govou 2-1. Govou c'est le 2-1. Et Cherou fait le 2-2 sur le boulet de Lloris. Koné 3-2, Brandao 4-2, Lisandro Lopez 4-3, Lisandro Lopez 4-4, Michel Bastos 5-4 et Toulalan contre son camp 5-5. Voilà, exactement. Ah ouais, donc Govou 2-1. Bah tu m'as dit en erreur à la baba. Je savais que Govou c'était le 2-1 à la 14e minute, un truc comme ça. Il a pas révisé. Non, mais je voyais le but de Cherou, mais je pensais que c'est Cherou 2-1 et... Non, mais Cherou c'est 2-2 juste avant la mi-temps. C'était il y a 16 ans, on vous pardonne. Merci pour ce moment de Hourra Football, Francky. Babas, qu'est-ce que tu as choisi comme moment? Moi j'ai pris le OL Lens du 4 mai 2002. C'est le premier titre de champion de France. De toute façon, fais pas 9 minutes à ta chronique, s'il te plaît. Non. Ce qui est un petit peu paradoxal dans ce match-là, c'est que du coup, c'est la dernière journée de championnat.
Et c'est un match entre Lyon et Lens, et du coup le vainqueur est champion. Et du coup Lyon gagne 3-1 et décroche son premier titre de champion de France. Voilà, sur un match où on a coupé dans les buts, on a Chanley, Cassapa, Muller, Bréchet, Linares, Violo, Juninho, Pierre Lègle, Govou, Anderson. C'est une autre époque. Hein, c'est quand même encore genre le Lyon des fin années 90. Linares, c'est l'ancien coach de Dijon. Hein, David Linares. Je sais que Bréchet, je crois qu'il est coach maintenant. Mais voilà, en face, on a des joueurs comme Pedron. Ils prennent un rouge, non, Lens? Ils prennent pas un rouge, Non, il y a 3-1, il y a 2-0 pour Lyon. Guillaume Varmus dans les buts. Guillaume Varmus dans les buts, Valérien Ismaël dans l'axe. Ah ouais. Et voilà, et c'est une saison qui est un petit peu particulière parce que Lens est premier pendant 28 journées. Et Diouf Lyon, il leur repasse devant à la 34e journée. Et Lyon, ils avaient été champions, enfin, ils avaient été en tête qu'une fois dans la saison. Et ils avaient 8 points de retard au soir de la J24. Donc, ils ont fait leur retard et fini champion de France sur ce dernier match. Voilà. Okay. Mais en toute objectivité, Babas, tu t'en souviens ou pas? Alors, je m'en souviens, j'ai des vagues souvenirs. Parce que t'as quel âge là? T'es quoi, 95? Ouais, tu dois avoir 7 ans là. J'ai 7 ans. J'ai des vagues souvenirs. Ouais. J'avais pas été au match, etc. Après, j'ai des souvenirs derrière parce que Lyon a fait pas mal de. Derrière, Lyon on a déjà reparlé, a fait des reportages, etc. Donc, j'ai revu pas mal de choses. J'avais revu un format. Mais attends, c'est pas le jour de tes 7 ans? Non, parce que c'est le 4 mai, moi je suis du 6 mai, mais oui, il y a 2 jours. Ah, okay. Quoi, ça t'a construit dans ta. C'est un beau cadeau. Ça t'a construit dans ta. Puis c'est le début c'est quand même le début. Oui, c'est le match. Ouais. Et lance un peu tout, quoi. Tu vois. Et François Linares est bel et bien. Ouais, c'est ça, David Linares, l'ancien de Dijon, là. Ouais. Et toi, Nabil, on sait que tu regardes pas trop la Ligue 1, que toi, la Ligue 1. Il va nous venir le Real. Bah non, le Real, c'est pas en Ligue 1. Il faut savoir que Nabil, la Ligue 1, ils s'en carrent. Ah ouais. Le coquillage, ils s'en foutent. On l'a forcé là, sinon on est encore faire un débat sur le Real. Il fait le conducteur là, franchement, sur les personnes. On a encore parlé de Neymar. Il s'en fout. Il a même pas Ligue 1 plus. Il a jamais eu Canal. Ça l'intéresse pas. Il sait même pas qui est en Ligue 1. Lui, il a Bein. Voilà, il a Bein juste pour regarder. Ils sont en Ligue 1 encore. Non, moi le foot je regardais parce que j'avais la carte Al Jazeera Sport, même pas Bein Sport. Je l'ai acheté 700 dirhams à l'été au Maroc. Je la mettais dans le décodeur et je regardais et c'était des moments délicieux. TPS, il y a encore sur TPS. Non, moi j'en ai déjà parlé dans un podcast précédent. Prends quoi comme match, toi, vu que t'as pas vu, t'as rien vu depuis 15 ans, qu'est-ce que tu vas mettre? Match de tennis, c'est rien de quoi? Je vais pas prendre deux matchs. Moi, je vais prendre pas forcément un moment, mais je vais prendre une arrivée. Enfin, j'ai déjà parlé de Bielsa, mais pour moi, enfin, comme Franck l'a dit, moi, la Ligue 1, bon, je m'en carre le coquillage, comme il dit. Ça m'intéresse parce que j'aime le foot, mais bon, je sais pas, j'ai aucun club que j'aime. Particulièrement. Non, et Nabil, là, tout de suite, là, t'as pas un club. Si tu dois choisir un club en Ligue 1, honnêtement. C'est Marseille. J'aime bien Marseille. Ouais. Enfin, genre, j'aime bien parce que. Sans être supporter, mais non, si tu dois choisir un club. Marseille, cette année, enfin, je regarde beaucoup de matchs, hein, mais Marseille, je me suis pas ennuyé cette année encore. Contre Lens un peu, enfin, je regarde un peu, je m'étais ennuyé, mais sinon, Marseille, je me suis jamais ennuyé cette année. Lyon, l'année dernière. L'année dernière et 3 ans avant, j'ai été un supporter lyonnais convaincu pour une raison toute particulière. Ryan Cherki. Ouais. Nabil Djelit. Les amis. Non, rien à voir avec l'ethnie, je te permets pas. on n'en est pas loin. Non, parce que, non. Je pense que Messi a marché pour que Cherki puisse courir et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Je ne rate désormais aucun match de Manchester City. Cherki. Non, moi honnêtement, c'est pas forcément un match ou un moment, mais c'est vraiment on l'a pas vu. C'est vraiment, moi c'est l'arrivée de Bielsa. Enfin, j'en avais parlé avec Francky la dernière fois, mais je disais que moi Bielsa c'est vraiment quelqu'un qui a changé ma vision du foot. Et à un moment, je ratais aucun match de Marseille, et c'est quelqu'un qui m'a appris à regarder le foot d'une autre façon. Et enfin, très humblement, enfin, c'est vraiment quelqu'un sur la manière dont gérer genre l'attaque, la défense, la défaite, les conférences de presse, la philosophie, tout ce que ça crée derrière. Et ça m'a poussé à m'enseigner sur la manière dont il aborde le jeu, ses influences, les entraîneurs qu'il a influencés, notamment Guardiola, et plein d'entraîneurs en Espagne ou partout dans le monde sud-américain. Enfin, on a Sampaoli qui était son adjoint pendant longtemps. Donc l'impact de Bielsa sur le foot en Ligue 1 et sur moi-même était extrêmement important. Donc moi, ça serait Bielsa.
Très très bon choix. Ouais, très bon choix, Nabil, t'as bon goût. Ouais. Il nous ferait du bien, Bielsa, là, en ce moment en Ligue 1, ce serait bien. Ouais, enfin, là, en Uruguay. Oui, non, mais Bielsa, il y a toujours un moment où ça coince, de toute façon. Donc, oui. Mais l'année Bielsa, c'est l'année où. je suis à Tours d'ailleurs, oui, c'est l'année où. Mais alors, petite anecdote, les gars, sur ça, c'est que cette année-là, je rencontre Francky. Je vais voir. Dis pas rencontre, c'est bizarre. Genre. Non, mais on est content pour vous, les gars. Non, ça fait depuis tout ce temps. Vous entretenez la flamme. On n'est pas du tout un podcast sectaire. Hein. C'est beau, hein, franchement. C'est vraiment un modèle. Et Baba, qu'est-ce qui a fait que ça a tenu pendant 10 ans cette histoire? Non, mais en fait, je vais voir le Lyon-Marseille, de Marseille de Bielsa, où Lyon fait un hold-up total avec Gourcuff. Et en fait, le lendemain, on échange avec Francky, et moi, j'étais persuadé qu'il était pour Lyon. Je sais pas pourquoi. Et en fait, il était pas content de la victoire de Lyon. Il a dû être très mécontent. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il veut, lui, parler en fait, il était dégoûté. En fait. Non, mais la conversation était très marrante parce qu'en fait, il y avait un quiproquo. Babas était convaincu que j'étais pour Lyon. Ah ouais. Moi, je comprenais pas ce qu'il me racontait. Ouais. Et en fait, la conversation, elle avait aucun sens. Il me dit, mais je crois que t'étais pour Lyon et tout. Mais pourquoi tu me dis ça? Enfin bref, c'était... À l'époque, il pouvait taper pour ça, Francky. Ouais. Non, mais c'est et 10 ans après, ça dure encore. Comme quoi, c'est beau. Et la flamme a été ravivée depuis 10 ans. Magnifique. Les amis, merci beaucoup pour vos souvenirs. On va passer sur un petit quiz. On va commencer par des vrais ou faux. Allez. Francky, premier vrai ou faux. Sur 84 pénaltys tirés en carrière, Mandanda en a arrêté seulement 10. Vrai ou faux? Oh, ça doit être vrai, ça. Bah seulement, enfin sur 8. Si, seulement. Il s'est pas arrêté les pénaux. 84 pénaltys. Eh bien non, c'était 8 pénaltys arrêtés. 1 sur 10. Ouais, moins d'1 sur 10. Babas, vrai ou faux? Sidney Govou aurait perdu son brassard de capitaine à l'Olympique Lyonnais pour avoir géré la femme de Fred. Vrai ou faux? Trop drôle. C'est faux, ça. Non, c'est vrai. Non. Je vous jure que c'est vrai. Et allez cliquer sur les internets, allez sur la toile et écrivez Govou, femme Fred. Parce qu'il a raconté ce truc-là, qu'il avait perdu le brassard, qu'il n'en voulait plus et tout. Il s'avère, il semblerait que ce soit à cause de ça. Ah mince. Il y avait un deuxième joueur, j'ai plus le deuxième joueur en tête. Govou, c'est un phénomène. Govou, c'est un phénomène. Ouais. Mais je sais qu'il paraît que Fred, après, ils avaient pas dit que c'était la femme de Fred, mais juste après, Fred avait divorcé de sa femme. Donc voilà. Il y a aussi le cas, il y avait Fayne Douno qui avait géré la femme de Landrin à Saint-Etienne. Mais non, qui avait plongé Landrin dans une dépression profonde. Il était plein de l'autre à l'époque. Et si tu veux qu'on reste sur ce sujet-là, plus récemment, t'as Lovro Majer, quand il est parti à la Coupe du Monde avec la Croatie à Rennes. Je sais plus si c'est Flavien T ou si c'est pas un autre gars qui a géré sa femme. C'est pour ça qu'il est parti de Rennes. Putain, c'est terrible quand même. Hein. Ouais, ça fait mal. Hein. François, vrai ou faux? Lors du championnat de France de coiffure 2023, Ulrich Ramé a fait partie du jury. Vrai ou faux? De coiffure? Ouais. Non, je sais qu'il part en vacances avec sa femme la coiffeuse, mais il est pas dans le jury. Tu vas raconter le petit contexte de cette question. Je vais raconter rapidement. Non, j'ai honte. À l'époque où il y avait la grande enquête notamment de l'after-foot des RMC sur les Girondins, il était fait état du fait que Ulrich Ramé, qui était directeur sportif des Girondins à l'époque, les Girondins qui étaient en totale décomposition, et qui sombrait au jour le jour. Il semblerait que Ulrich Ramé à l'époque, qui était ancien grand goal de Bordeaux, directeur sportif, s'était entiché d'une coiffeuse qui aurait été agente espagnole, un peu occulte, etc. C'est ça, qui ramenait des joueurs et des joueurs qui étaient tous plus nuls les uns que les autres. Et avec François, on en parlait beaucoup à l'époque et on essayait de trouver qui était cette coiffeuse. Et on a mis des semaines, on n'a jamais trouvé une seule photo de cette coiffeuse, jamais. Et du coup, on y pense encore aujourd'hui et voilà, on espère que Ulrich Ramé va bien. Bah oui, on lui passe le bonjour. En tout cas, grâce à lui, on est en N2, on se fait chier à Choré, René Gaillard, à Niort là. Merci à lui, franchement. Et son fils aussi. Là, faut que tu la racontes, celle-là, t'es obligé. Non. Allez, t'es obligé. Les auditeurs. Bon, c'est pas très radiophonique ce que je fais, mais voilà. Rapidement, on avait un post, je crois que c'était les Girondins ou un club. C'était l'anniversaire d'Ulrich Ramé. C'est ça. Et du coup, il y avait le compte Facebook des Girondins, compte officiel, qui avait souhaité un joyeux anniversaire à Ulrich Ramé. J'ai souhaité. Et François Boucher, très connecté, répond. Joyeux anniversaire, Ulrich Ramé et à sa coiffeuse.
Et le bonjour à ta coiffeuse, je lui ai dit. Bonjour à ta coiffeuse. Et joyeux anniversaire avant, hein, quand même poli. Et cas exceptionnel, et on a, en réponse à ce message de François, le fils d'Ulrich Ramé. Qui répond à ce message, et je crois qu'il t'a un peu insulté. Il dit quand on sait pas, on se tait et tout. Et le message a été supprimé peut-être 15 minutes après, le message a été supprimé. Je m'excuse auprès de la famille Ramé. Un grand moment je m'excuse auprès de la famille Ramé, c'est pas bien. C'est pas bien. J'ai fait état de ce que j'avais lu sur les journaux, mais j'en savais rien. Bon les amis, continuons le quiz. Depuis 1990, combien d'entraîneurs ayant entraîné en Ligue 1 et ayant gagné en Ligue 1 ont gagné un championnat à l'étranger en tant qu'entraîneur? Nabil, c'est quoi cette question-là? Stop. À votre avis, depuis 90, vous pouvez depuis 90, combien d'entraîneurs ayant gagné la Ligue 1 ont aussi gagné à l'étranger? Il y a Gérard Rouillet, c'est 1. Rouillet, il a gagné l'Europa, la coupe UEFA, la Cup, la Ligue, mais jamais le championnat. Ah mince, ouais, c'est vrai, avec Liverpool, ils ont pas gagné quand il y avait Gérard et tout. Ancelotti. Bah Wenger, il a pas gagné avec Monaco. Si 92, c'est pas lui? Il gagne le championnat avec Monaco? Bah Luis Enrique. Ancelotti, tout à fait. Tourelle, tu prends tous les mecs du PSG. Oui, voilà. Non, hors PSG. Ouais. Donc on a qui d'autre? Non, Deschamps il a gagné que la D2, donc bon. Ouais, enfin ça. La D2 italienne. Je vous le donne. On a aussi Tigana qui a gagné. Attends, Nabil. Tigana, il a gagné quoi? La D2 anglaise, mais bon, ça, vous l'aurez pas eu, c'est pour ça que je vous le donne. Attends, laisse-moi réfléchir un peu là. T'as qui d'autre? Il en manque combien? Vous pouvez en avoir, 1, 2, 3, 4. Vous pouvez en avoir 4. Ah ouais? 4. Vous pouvez en avoir 4. Laurent Blanc, il a rien à l'étranger, Laurent Blanc. Il a aussi un championnat avec Al Ittihad l'année dernière. Ah, ça compte. Je crois que c'était les grands championnats. Étranger. Ça compte Laurent Blanc? Du coup, c'est bon. Ouais, Laurent Blanc, tu l'as. Bravo, T'as pas Puel dans le lot? Puel, non, il a jamais gagné. Santini, non? À Tottenham, ouais, non. T'as qui? Il a gagné avec qui en France? Non, il n'y a pas Perrin. Non, il n'y a pas Perrin. Est-ce que vous voulez les clubs en France? Galtier. Vas-y. On a un entraîneur qui a gagné avec Marseille, un entraîneur qui a gagné avec Paris, un entraîneur qui a gagné avec Monaco. Et un autre avec Paris aussi. Bah, Jardim, non? Jardim, qui a gagné le championnat des Émirats Arabes Unis. Ouais, non, mais attends, c'est étranger. Ouais. Après, non, le reste, c'est plus facile. Galtier, c'est des Galtier, il a gagné la coupe, mais pas le championnat Galtier. Et Goethals, tout à fait, a gagné avec le Standard de Liège, le championnat de Belgique. Ouais, super. Ah, ça compte. Et vous en avez. Il manque un Parisien là. 2 Parisiens. 2 Parisiens? Ouais. Bah, franchement, c'est dans les. Bon, un que, bon, si vous déroulez les derniers, vous l'aurez. Ouais. Pochettino? Non, pas Pochettino. Emery, non, il n'a pas gagné. Non, pas Emery. Tourelle, on l'a dit. Tourelle, qui a gagné le Bayern. Vous l'avez dit, Tourelle, mais il vous en manque un. C'est plus ancien que. Luis Fernandez. C'est pas QSI. Non, pas Luis Fernandez. Il a gagné le championnat. Vaid? Non, il a gagné le championnat avec le PSG en 94. C'est Arthur Georges. Exactement. Georges, je l'ai appelé. Il y a autre petite question. On a donc Monaco, donc grande performance en Ligue des Champions 2004, 3-1 contre le Real Madrid, en quart de finale retour pour se qualifier. Est-ce que vous pouvez me citer à tour de rôle un joueur ayant participé à ce match avec les entrants? Avec les entrants? Ouais. Ok. T'as la bonne fiche cette fois-ci? J'ai la bonne fiche cette fois-ci. Okay. Qui commence? Moi. Jérôme Roten. Il est pas suspendu? Il en parle tous les soirs dans son émission. Donc ça n'a pas de gauche. C'est bon, Nabil, c'est validé? Ok. On y va. Donc, moi, j'ai Ludovic Giuli. Ouais, Babas. Dado Perso, non? Babas ne va pas sur Wikipédia. Ouais, il doit rentrer. Perchaud, il doit rentrer. Je pense pas. Attendez, je reprends juste la fiche. Tac. Saviola, alors. Saviola. Non, ça c'est mort. Non. Bah, du coup. Babas, au revoir. Non, mais attends, Perchaud. Non, mais Perchaud, c'est bon. S'il a Perchaud, ça doit rentrer, ça. Allez-y, continuez. Il y a Perchaud ou pas? Je prends juste à Perchaud. Ouais, il y a Perso. Flavio Roma. Parfait. Ouais. C'est que Monaco, hein? Non, tout, ça Real aussi. Okay. Je prends un petit risque et je vais tenter Shabani Nonda. Oui, il rentre. Il rentre à 61e. Et il fait une grosse. Shabani Nonda. Ouais, là, franchement, tu m'auras pas. Là, genre, je suis sur asmonaco.com. Mais chez Nonda. C'était la plaque tournante. Ça va. Michel Sagado. LJV.
Salgado, j'y vais. À chacun votre tour, ouais. Bah. J'y vais, je te le donne aussi. Salgado, oui. Ok, moi je vais citer peut-être Zidane. Oui. Babas, vas-y. Je sais pas, Morientes, non? Ah, bien joué. Ouais, à Monaco. Ouais. Ouais, il marque. Ouais, prêté par Raoul, il marque aussi. Raoul, ouais, tout à fait. Ok, qui c'est que je vais dire? Peut-être, c'est Casillas au goal. Ouais, tout à fait. Ouais. Il doit avoir Ronald. Non, c'est pas Attends, c'est Babas. C'est pas bon. Il y a Guti, non? Il doit rentrer, ouais. Ouais, Guti titulaire. Ronaldo. Tout à fait. J'ai envie de tenter. Je suis joueur. Je pense qu'au milieu de terrain, il y avait le grec à Monaco, Zikos. Où j'ai pété un câble. Bernardi, allez, parce que j'ai pris un risque, je mets Bernardi. Non plus. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni Désolé. l'autre. Pas de souci. Plasil. Babas reprend. Ouais, Ouais, c'est pas porte ouverte. Ouais, parce que je suis joueur. Les mecs, ils mettent des Ronaldo, des trucs. J'ai dit Zidane juste avant. Et Plasil y était, donc on ne le compte plus. Babas, à toi. Est-ce qu'il a Chi derrière, non? Et non. Francky, si t'en as un, c'est t'as qui, gagné. derrière? Ouais, j'en ai même deux. Vas-y. J'ai Ibarra Ibarra, tout à fait. et j'ai Julien Rodriguez. Exactement. Et il y avait qui dans l'axe avec lui? C'est lui qui est derrière. Il y avait JV, Rodriguez, Elguera aussi. Evra, que vous avez oublié, Evra, il y a Julie, Elguera. Plasil, Edouard Cissé, Roten, Ouais. Adebayor qui rentre, Ah ouais. Perso et Nonda qui le Ah, on n'a pas remplace. été Au bon. Real, on avait Casillas, Salgado, Elguera, Mejia, qui remplaçait, qui était remplaçant, qui avait remplacé je sais pas qui, Hero, Roberto Carlos, Figo, Borja qui est remplacé par Soyari, Guti, Zidane, Ronaldo, Raoul entraîné par Carlos Queiroz et Monaco par Didier Deschamps. Pour clôturer ce close, petite question classique. Combien de joueurs ayant joué pour le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille pouvez-vous me citer? 8. Ah, faut donner le nom Ouais, là. c'est des enchères, 8, Ah, mais puis 8, mon il met gars, t'es toujours un un chiffre américain, élevé. toi. 8 Mais t'es un américain. Babas. Tu les as les 8 vraiment? Ah, mais Peut-être que oui, peut-être que non. Non, il les là, a pas. il est sur sa chaise, Non, là, mais je le vois, 8. il a un bras sur la table, là, franchement, non, moi, il les a, mais il les a. Moi, 8, je les ai pas. hein. Oh non, 8, tu je les as ai pas. Non, mais il les a pas, Babas, il les a pas. Je le vois dans ses yeux Vous là. abandonnez déjà? Ouais, non, pas 8, c'est fou. 8, non, c'est Babas. impossible 8. Non, 8, j'ai pas 8. Non, j'ai pas 8. Francky? Rabiot, Ouais, Modeste Mbami, ouais, Lorik Sana, ouais, Frédéric Dehu, tout à fait, Fabrice Fiorez, tout à fait, Peter Luxin, tout à fait, Stéphane Dalma, tout à fait. T'en as combien, là? 7. T'en as oublié un facile. Il va les avoir. T'en as oublié un facile. Attends. Est-ce que si je dis Ben Arfa, c'est bon? C'est bon, ouais. Et allez, hop. Il y avait qui d'autre? Il y avait Lorik Sana. Lorik Sana, il l'a dit. Et il l'a dit, Sana? Ah oui, je l'ai Il y dit. avait Edouard Cissé. il a dit tout le monde, il a dit tout le monde. Fiobrez, il y avait J'ai même pas Endo, dit Edouard Cissé. Si vous manquez. J'ai même pas dit Jérôme Alonso. Lassana Diarra, Ouais. Jérôme Alonso? Gabriel Gabriel Aizeux, Aizeux. Ah ouais, bah ouais. Enzo, ouais. Bah oui, les gars, il y en a plein. Hein. Claude Makelele. Ah ouais. Bah oui. Il y en a 10 fois plus qu'on le pense. Ah, il y en a plein. Tu vois, mais c'est que le PSG OM personne le fait, mais le PSG ou à l'inverse OM, je m'en vais et je reviens et je vais dans l'autre club après ça le fait plus. Ouais, c'est vrai. Bravo Franck. Ouais, il y en avait d'autres. Xavier Gravelaine, bon ça j'ignorais. Bah il a fait tous les clubs lui. Ouais, une chance sur deux. Il me dit genre au Serra l'Avignon il y a un moment. Bah oui, il a fait Caen et tout, il est passé partout lui. Ouais. Écoutez les amis, merci beaucoup, merci pour votre présence et votre qualité dans l'intervention, c'était un plaisir. Écoutez, pour tous nos auditeurs, je vous remercie, je vous laisse vous abonner à tous les réseaux que j'ai listés au début, YouTube, Apple Podcast, Deezer, Spotify, et on revient vers vous très très bientôt avec de nouvelles aventures. Merci à tous. Ciao. Merci du Nabil. soutien.